Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts Martina Planty. Bonjour Martina. Bonjour Pauline. Alors Martina, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter le parcours qui vous a amené aujourd'hui à la couleur végétale ? Ce parcours en fait est assez complexe. J'ai tout d'abord en fait une expérience de 26 ans dans le domaine du luxe, donc de l'habillement. Et en 2016, c'est en créant en fait la marque Kermer que j'ai pris conscience de l'impact de l'industrie textile sur la biodiversité. Et c'est ensuite à travers de nombreuses rencontres et notamment d'une rencontre déterminante avec Dominique Cardon qu'un projet s'est construit de façon précise. Vous pratiquez vous-même la teinture végétale ? Je ne pratique pas la teinture végétale moi-même. D'accord. Voilà. En fait, à la base, je suis acheteuse. Dans le textile. Dans le textile, dans la mode et dans le domaine du luxe. Et c'est en sélectionnant les marques et les produits au sein de ces collections pour nos clients, qui sont des grands magasins, concept stores à l'étranger, que j'ai réalisé que nous avions absolument aucune information concernant la traçabilité sur le circuit de transformation de la matière, la transparence sur des savoir-faire industriels ou artisanaux qui étaient donc mobilisés dans ce processus de transformation. Et donc, il y a eu une véritable interrogation sur le sens même du vêtement. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir continuer mon métier d'acheteur, un métier que j'aime passionnément, si je ne le reconnecte pas au vivant. Et c'est donc en créant la marque Kermer, en fait, a une véritable signification, puisque le mot care, alors il a un ancrage en Bretagne, évidemment parce que cela symbolise pour moi cette authenticité par rapport à toutes ces notions que je vous ai évoquées précédemment. Et care signifie en fait village, ville-village, et du coup ça a une symbolique en fait pour moi de communauté, et mer renvoie à la notion en fait d'étendue d'eau, donc d'océan, et de l'eau en fait qui est le bien vital à notre humanité. Et du coup cette marque Kermer, en fait, porte des valeurs d'excellence. Et l'idée, aujourd'hui, est de fédérer ces acteurs engagés, mobilisés autour de ces enjeux de mode régénératrice, parce que je souhaite aborder la mode par le biais d'une mode positive et innovante, et pas par le biais d'une mode négative. Donc, une mode positive, innovante et forcément créative. Parce qu'on ne peut pas créer de l'habillement ou des accessoires sans avoir cet influx créatif. D'accord. Donc, je comprends bien la démarche qui, quand vous étiez acheteur, qui a dû aussi être beaucoup chamboulée par la loi du devoir de vigilance, qui oblige les entreprises à remonter
tous les rangs des fournisseurs au rang, et en textile, on sait combien il peut y avoir de rangs. Hein, c'est vraiment des intermédiaires et des acteurs très nombreux. Donc, je pense que ça vous a aussi cette loi et cette réglementation a posé beaucoup de questions à l'industrie textile. Ma question, c'est du coup, qu'est-ce que vous faites avec Kermer? Quels sont les produits que vous vendez et comment vous faites justement pour être au fait de la traçabilité, de la transparence, des acteurs? Comment ça fonctionne en fait? En fait, je voulais tout de même juste préciser, même s'il y a eu cette loi sur le devoir de vigilance, nous, en tant qu'acheteurs, on n'est pas forcément, au fait de l'applicabilité de cette loi, hein. D'autant plus que quand on source en fait des marques, c'est à un niveau international. Nos clients étrangers ne nous ont pas donné un cahier des charges en nous demandant de sourcer des marques françaises, européennes. On regarde en fait surtout la partie créative et la force, le positionnement marketing de ces marques. Donc il faut juste en fait remettre cela dans un contexte et ce contexte en fait m'amène aujourd'hui à apporter en fait des outils d'accompagnement, des solutions, si je puis dire, parce que c'est ça, à la fois c'est des solutions d'accompagnement et des solutions textiles clés en main qui nous permettent de certifier in fine des produits vertueux en fait, au regard de ce cahier des charges et de ce référentiel que nous avons mis en place. D'accord, ok. Alors, vous avez aiguisé ma curiosité, je vous le cache pas. Du coup, j'aimerais savoir. Donc, est-ce que vous pouvez présenter du coup votre marque textile et ensuite on arrivera sur les outils d'accompagnement, les solutions, etc. qui m'intéressent très particulièrement parce que moi, dans le domaine de l'alimentaire, j'ai travaillé là-dessus sur la traçabilité, les solutions. Donc, j'essaye de garder mon impatience. Alors, présentez-nous votre marque Kermer, donc qui date de 2016. Voilà, alors de toute façon, Kermer, pour moi, c'est une marque collaborative. C'est essentiel de comprendre ce point-là. Il y a déjà tellement de marques sur le marché et de très belles marques qu'il ne s'agissait pas de créer une énième marque qui n'apportait pas un point de distinction nouveau sur le marché. Du coup, en étant une marque collaborative, notre objectif, c'est de mettre évidemment en avant, l'ADN, l'identité de ces marques ou designers avec lesquels nous collaborons, à partir de matières ou de filières que nous avons authentifiées selon nos critères et qui sont donc respectueuses à la fois de la biodiversité, de l'environnement, de l'aspect social et territorial. Parce que c'est très très important de comprendre en fait qu'une matière, dès lors qu'elle est cultivée ou collectée en fait sur un territoire, a un impact autant culturel que de savoir-faire en fait. Sur le territoire. Et donc, nous sommes partis je suis partie dans cette réflexion de quelles sont les matières en fait les plus vertueuses, avec une application la plus vertueuse dans le textile, évidemment un peu sous l'angle de l'excellence, parce que, et où on entre aussi dans une remise en question des paradigmes de consommation et de production usuels. Et c'était dans les années 2000, 2014, 2015, j'avais déjà collaboré avec un très grand groupe égyptien et je m'étais en fait étonnée déjà du fait que le coton égyptien, qui pourtant était connu avant dans les années même de 1950, 60 ici en France comme la matière, je dirais, la plus noble qui soit, et ce qui est toujours d'ailleurs le cas, puisque c'est une fibre
Ça a de longues fibres, donc ça garantit des qualités en fait de résistance, de douceur, autres que toutes les propriétés antibactériennes et autres. Et je m'étonnais pourquoi cette fibre était tombée dans l'oubli. Voilà. Et du coup, avec l'aide d'ailleurs de mes anciens clients, je suis partie à la recherche en fait d'une filière de coton égyptien biologique pour pouvoir, pour comprendre en fait déjà la culture, sa culture par rapport à la disponibilité de l'eau, évidemment sur le territoire, mais aussi donc son impact en termes de régénération des sols, de séquestration carbone. Voilà, toutes ces interrogations qui me sont venues et de voir comment on pouvait valoriser cette fibre d'exception sur des collaborations créatives, voire artistiques. Voilà. Et donc, nous sommes partis sur... l'idée, c'était pas de créer mes propres produits, mais nous sommes partis sur la production d'un t-shirt. Voilà, alors ça n'a rien d'extraordinaire, je vous l'accorde, mais ce t-shirt permet aujourd'hui, ou a permis en tous les cas, de faire des collaborations créatives, et notamment avec un designer qui s'appelle Coy Alexander, et avec aussi une autre marque qui s'appelle Stella Pardo, qui ont toutes en fait des savoir-faire artisanaux très spécifiques. Et étant donné que notre t-shirt a des qualités propres et un grammage spécifique, cela nous permet de le customiser avec des savoir-faire très particuliers. Et du coup, nous pouvons en fait valoriser aussi bien la créativité, les savoir-faire avec la matière. Bon, ça c'est un exemple plutôt, je dirais, spécifique. Mais on est allé encore plus loin en fait dans la démarche, puisque ce t-shirt ensuite, nous l'avons fait teindre en teinture naturelle, et notamment par David Santandreux, qui a une maîtrise d'un savoir-faire en matière de teinture naturelle à partir de l'indigo, et notamment d'un indigo biologique, parce que ça c'est extrêmement important, et où il y a la traçabilité également assurée sur la culture de cette fibre. Et donc nous avons fait également des tests de solidité, puisque ça c'est important également, de pouvoir transmettre ces informations au consommateur final sur un produit teint en teinture naturelle, et le rassurer en fait sur le fait que c'est un produit qui est solide en termes de qui est durable sur le plan teinture. Voilà, donc ça c'est en fait. Donc aujourd'hui, Kermer, j'illustre le démarrage. Oui, j'allais dire en fait. Donc là, Kermer, il y a un t-shirt ou vous avez d'autres produits sur la marque Kermer? Alors, ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que je ne suis pas partie avec l'idée de développer tout de suite une collection et de la marketer. L'idée, en fait, c'était de commencer par l'identification d'une filière d'excellence de textile écologique, selon des critères, selon un cahier des charges que j'avais en fait modélisé, mais pas conceptualisé dans une forme finale de référentiel. Et c'est en répondant à un appel à projet de la région Bretagne, fin 2020, que je suis véritablement partie dans une dynamique de recherche et d'expérimentation par rapport à l'élaboration d'un référentiel final qui nous permet aujourd'hui de qualifier
une filière d'excellence de textile, mais pas que incluant le coton égyptien biologique, incluant également d'autres fibres, puisque nous avons après développé aussi une filière sur la laine mérinos d'Arles, avec deux acteurs, la filature la filature du parc et brin de Vian-Tyran. Donc ça a été en fait une expérimentation que nous avons menée sur des textiles et également sur de la teinture. Voilà. Et là, je pourrais vous expliquer, mais c'est un projet qui est devenu très systémique en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord, je comprends. Alors moi, pour avoir vécu beaucoup ça dans le milieu alimentaire, les filières responsables du champ à la fourchette, etc., de trouver à chaque étape, comme vous parliez, de l'excellence et la mise en place de cahiers des charges ou de référentiels. Ma question, c'est pour moi, un cahier des charges ou un référentiel est solide quand il est vérifié par un tiers de confiance. Absolument. Et donc, je voulais vous poser la question, Martina, pour me convaincre, entre guillemets, si je me mettais dans la place d'un consommateur, moi, pour me convaincre, il faut un tiers de confiance qui vienne vérifier vos critères. Et donc, du coup, je voulais vous poser la question, qui est votre tiers de confiance pour ne serait-ce que vérifier la qualité, l'aspect biologique sur toute la filière, les résistances couleurs. En fait, qu'est-ce que vous mettez en place qui garantit ce cahier des charges ou ce référentiel? Absolument. Alors, en fait, c'est la conjugaison de plusieurs expertises indépendantes. Nous avons en fait créé un collectif qui est constitué par plusieurs compétences et spécialités indépendantes. À commencer, alors, sur l'histoire du cahier des charges, Dominique Cardon a apporté toute sa connaissance, je dirais toute, c'est très relatif parce que c'est un puits de science, Dominique Cardon, mais en tous les cas a apporté des éclairages extrêmement intéressants par rapport déjà au fait que la teinture naturelle tient. La teinture naturelle peut se décliner également à une échelle de manufacture et à une échelle industrielle. Cela a été prouvé en fait par le passé et déjà dans ce domaine, Dominique a apporté cet éclairage extrêmement important et également pendant ces trois dernières années, m'a mise en relation avec les artisans teinturiers qui répondaient en fait à ce cahier des charges que nous avons mis en place. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il nous fallait également démontrer l'excellence de la filière par le biais de la biodégradabilité et donc la compostabilité des matières et process que nous sélectionnions ou développions avec les différents acteurs selon le cahier des charges mis en place. Et pour cela, Dominique Cardon nous a présenté à Nicolas Garnier, qui a son propre laboratoire de chimiste et qui étudie la biodégradabilité des matériaux. Et pour cela, Nicolas a donc rédigé un rapport de biodégradabilité des matières et process selon en fait un cahier des charges. Donc ça c'est le deuxième point. La troisième chose, c'est que nous avons Claire Deslandes, qui est responsable
d'un organisme de formation spécialisé dans la RSE et dans l'éco-conception, et qui est également tiers de confiance en validant, je dirais, les filières et les produits finis qui en découlent. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que par exemple, Dominique Cardon a, donc par rapport à ses écrits, par rapport à ses recherches, a validé la solidité, notamment lumière, la solidité, tous les tests qualité qu'on peut faire, notamment, je pense, Xenotest, les coloris. Je précise, tous les tests de solidité ont été réalisés par l'IFTH. Donc, d'accord, encore par un autre organisme indépendant. D'accord, ok. Donc, le fait que ça tienne, que ce soit solide, ça, j'en suis convaincue, parce que c'est aussi l'objectif du podcast, c'est de démonter tous ces préjugés sur la couleur végétale. Oui. Donc, on est d'accord. Vous apportez une vision supplémentaire sur la biodégradabilité du produit. Ça, c'est hyper intéressant, surtout avec les lois qui vont nous tomber dessus. Loi AGEC, la revue du référentiel REACH et on va dire le durcissement, je sais pas si c'est français, le durcissement de la loi européenne. Donc, canon. Et la dernière partie, c'est sur l'éco-conception, donc vraiment la chaîne de valeur de A à Z et regarder l'impact. Exactement, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour vraiment parler de mode régénératrice, il faut que tous les acteurs de la filière soient investis, en fait, dans la circularité du produit. Donc, ce ne sont pas uniquement, je dirais, les agriculteurs, les producteurs ou transformateurs, les marques, mais c'est aussi les consommateurs. Parce que les consommateurs, ce sont eux qui vont acheter le produit, déjà en tout état, en état de connaissance de toutes les propriétés de la matière et du produit fini, mais cela va bien au-delà puisque il sera participatif de la réintroduction, je dirais, de la recircularité de la matière. Et c'est là où il peut jouer un rôle énorme en contribuant justement à la création de cet humus, parce que je suis intimement convaincue que la mode peut avoir une image différente, un impact au contraire régénérateur, dès lors que l'on arrive à démontrer, je dirais, ce bénéfice que l'on en retire, tant sur le plan bien-être et santé, parce que ça, c'est hyper important de comprendre que même une teinture d'un t-shirt à l'indigo a des propriétés antibactériennes supplémentaires et autres du fait de l'utilisation de l'indigo, mais tout cela doit être démontré de façon scientifique, parce que sinon ce sont encore des allégations, du greenwashing, etc. Or, on ne peut pas entrer dans cette démarche. Donc c'est pour ça aussi que aujourd'hui, on ne peut avancer que petit à petit, en fait, sur nos objectifs de mode régénératrice. D'accord. Donc j'ai bien compris l'apport de preuves pour ne pas être dans l'allégation mais dans la preuve tangible. Oui. Est-ce que sur la partie RSE, donc qui est également mon domaine d'avant, on va dire, oui. Est-ce que vous avez travaillé à partir du seul, pour moi, la seule preuve tangible qui est l'analyse de cycle de vie, les ACV? Est-ce que ça, alors, c'est... Et ça, justement, on est en train de le faire réaliser. Et on le fera d'ailleurs avec maintenant selon 2 méthodes, la PEF et celle de l'ADEME, parce que là, on vient de nous proposer aussi de faire l'expérimentation de l'ADEME. Et moi, je suis au contraire complètement ouverte d'expérimenter telle ou telle forme d'évaluation. Mais je sais aujourd'hui qu'il y a un indicateur fondamental qui manque dans les critères d'évaluation, c'est celui justement de la compostabilité des textiles et de la pondération de cet indicateur, étant donné que il faut savoir qu'aujourd'hui, si on peut démontrer qu'un textile est compostable, cela démontre qu'il y a 0 microparticules plastiques dans les océans, qu'il y a 0 enfouissement des textiles dans les sols, voire incinération, et qu'il y a 0 toxicité.
pour l'homme. Donc, bien-être et santé. Du coup, comment peut-on évaluer au mieux, je dirais, cet indicateur de compostabilité, puisque, en fait, et plus, et j'oubliais un point fondamental, c'est aussi la séquestration carbone. Très, très important, ce point-là, puisque la séquestration carbone, elle peut être accrue à travers des pratiques agricoles régénératrices, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, le gros enjeu, et c'est ce que je suis en train de partager avec les professionnels de l'industrie de la mode, c'est comment est-ce que c'est possible d'intégrer cet indicateur dans l'évaluation environnementale des produits finis, mais surtout de le mettre à un niveau d'excellence qui permettrait justement aux marques et à tous les acteurs de cette filière de s'engager vers cet objectif final. Voilà. Enfin, voilà un peu mon. D'accord. Alors comme moi, voilà, vous me livrez le projet en direct. J'essaye de me retenir depuis tout à l'heure, mais j'ai plein de questions. Pour moi, l'indice de compostabilité, il faut le découper en deux grosses parties de vigilance. C'est attention à la différence entre la biofragmentation et la biodégradabilité. C'est l'exemple qu'on a sur l'alimentaire, c'est-à-dire il y a eu énormément de greenwashing sur telle barquette est biodégradable, mettez-la au compost. Oui. Sauf que il y a le home compost qui en fait n'est pas réel, car il faut des filières de compostage industriel avec des taux d'humidité, des températures, et en fait il faut faire attention à pas dire aux gens compostable veut dire dans le compost. Et pour le textile, allez-y. Ah non, mais je rejoins parfaitement votre commentaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai oublié, et c'est là où je spécifie. Aujourd'hui, on est en train de monter un bureau d'études avec l'Infini. Alors l'Infini, c'est ce nouveau projet de relocalisation de filature de lin en Bretagne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si, j'en ai entendu parler. Qui est porté par Xavier Denis et Tim Muller. Et en fait, nous collaborons justement sur ce bureau d'études, sur les activités de ce bureau d'études. Et évidemment, la qualification des conditions de compostabilité du textile est un véritable sujet. Et nous avons déjà rencontré des spécialistes qui pourraient justement aider à cette mise en pratique de cette compostabilité dans ces conditions qualifiées. Mais pour cela, il faut aussi avoir un site pour pouvoir expérimenter et puis après disséminer. Mais vous voyez en fait un petit peu la dimension innovante de ce projet, parce que ce référentiel est hyper exigeant. Il est hyper exigeant. Voilà. En fait, pour moi, votre projet, c'est la volonté d'assembler toutes les bonnes pratiques qu'on a pu essayer de mettre sur l'alimentaire. C'est-à-dire, il y a plein de sujets sur l'alimentaire, de traçabilité, de transparence, de filière responsable, de compostabilité. Tout ça, je le retrouve en fait dans un projet textile, et pour moi, c'est nouveau. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un parallèle entre tout ce qui a pu être fait dans la filière agroalimentaire, on va dire, le meilleur, et d'essayer de l'appliquer au textile. J'avais encore une autre remarque par rapport à la biocompostabilité. C'était notamment tout ce qui est accessoire. Donc là, vous êtes sur un t-shirt, il y a forcément une étiquette, il y a forcément d'autres... Et donc ça aussi, c'est envisagé d'avoir des matières complètement... En gros, quand le t-shirt sera décomposé, il restera pas l'étiquette, quoi. Oui, complètement. Et d'ailleurs, il a fallu, vous savez, en fait, c'est vraiment une histoire de work in progress, parce que même notre partenaire égyptien, qui est extrêmement engagé,
et qui est dans l'agriculture régénératrice et qui a également, si vous voulez, ces unités de tissage et de confection. Quand on a réalisé nos premiers t-shirts, on s'est aperçu qu'il y avait un fil en polyester. Et ça, c'était en 2019, 2018. Et du coup, comment est-ce qu'on s'en est aperçu? C'est en le teignant. C'est David qui m'a dit, mais attends, le fil là, il est pas en coton. Ouais. Alors, il a fallu en fait de nouveau, déconstruire et dire, ben non, nous, on souhaite avoir un t-shirt. Et encore là, on peut pas, mais que du coton. Évidemment, on n'a pas non plus là, pour le coup, si le fil en coton, il est biologique ou pas, d'accord? Parce que ça, c'est encore un autre enjeu. Un autre sujet. Mais voilà, mais on avance petit à petit, hein. Mais c'est là où il faut comprendre que j'ai investi tellement dans ce projet parce que je souhaite mettre en avant des produits finis exemplaires et qui renvoient à une image positive d'une mode régénératrice que on a dû à chaque fois gérer comme ça des petits détails, mais qui ont en fait une importance énorme sur la fin de vie du produit que nous envisageons au niveau de sa compostabilité. Donc voilà, donc c'est juste pour que l'on comprenne en fait toutes ces difficultés et pour revenir ou pour répondre plutôt à votre question d'accessoires. Aujourd'hui, on est en train de développer avec le studio NME Design, NME Studio, elles sont en train de développer des textiles avec des textiles en lin, alors à base de lin normand et qui seront en fait filés et tissés en Alsace par le groupe Emmanuel Lang Velcorex. Et du coup, ces textiles, nous les destinons à un usage, plutôt pour un usage d'accessoires, voire cela peut être aussi habillement veste. Mais voilà. Et là, on est dans un textile créatif et potentiellement aussi compostable. Donc, on s'adresse plutôt au luxe. Voilà, ça il faut le comprendre parce que vu le travail, le prix, le travail et le prix et ce que nous sommes également en train de voir, c'est l'inclusion de teintures végétales dans ce textile. Voilà. Donc voilà. Et ça, si tout va bien, on pourra vous présenter ces textiles début juillet. D'accord. Là, juillet 2023. Oui, début juillet 2023. Bon, j'avais d'autres questions, mais je pense qu'on le fera en off, des trucs hyper précis, mais c'est le métier d'avant qui me rattrape, hein, donc des alertes sur certains sujets, mais on en parlera à côté. Je voulais mettre en avant donc vos partenaires, vous en avez cité pas mal. Donc vous voulez être une marque collective, collaboratrice, etc. Est-ce qu'il y a des partenaires que vous n'avez pas cités, que vous aimeriez citer pour expliquer un peu à quel moment ils interviennent dans le projet? Oui, alors je voulais préciser, en fait, on est donc une marque, une marque collaborative avec accompagnée en fait de ce label de sélection d'excellence de textile. Je pense que c'est très très important en fait d'associer la créativité à des matières qui sont authentifiées, je dirais, par le collectif, et c'est très très important cette notion. Et votre label d'excellence, est-ce qu'il est transparent, c'est-à-dire il est disponible sur un site internet, il est consultable? Alors,
Nous allons en fait partager. Bah, déjà, oui, Kermer a un site déjà depuis 2019, mais nous allons en fait partager nos premières expériences de certification en septembre 2023 sur des produits du studio NME, de NME Studio. À l'événement l'ENAMAC en septembre. Donc oui, donc là, effectivement, concrètement, on pourra comprendre en quoi consiste cette certification, puisque l'on vise la transmission justement de tous ces bénéfices de cette mode régénératrice et de la valorisation des acteurs ayant contribué à la création de ce produit fini auprès du consommateur. Voilà. Là, pour le coup, ça c'est très très important. On est vraiment dans de la transmission. D'accord. Donc du coup, le label d'excellence a une vocation d'adaptabilité et potentiellement peut être utilisé ou en tout cas peut être disponible pour d'autres marques qui voudraient faire de l'excellence. Ah ben complètement. Du coup, ma question qui arrive après, en toute logique, c'est s'il y a un label d'excellence, un cahier des charges qui est vérifié par des tiers avec des preuves tangibles, vient la question naturellement du label type EcoCert, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé ? Alors, vous êtes la deuxième à me poser cette question. Bon, tout est envisageable, mais il faut pas oublier que nous, en fait, dans notre vision des choses, nous intégrons les labels existants. Nous n'allons pas, en fait, nous mettre en compétition avec ces labels qui apportent des certifications sur la production, etc., etc. Par exemple, le coton égyptien biologique, il est certifié Déméter, qui pour moi est vraiment, l'excellence au niveau de l'agriculture régénératrice, et GOTS. Et prochainement, ça va être même la dernière version de GOTS, qui est 7.0. On vient de me l'apprendre, qui démontrera que le textile est compostable en plus. Donc, je veux dire, là c'est tout nouveau. Je viens de l'apprendre hier. D'accord. Donc, moi, je pense qu'en fait, c'est plus l'approche aujourd'hui. Moi, j'ai une véritable interrogation. Comment, aujourd'hui, on peut au mieux, je dirais, avancer sur peut-être un nouvel écosystème, peut-être gérer aussi un nouvel écosystème. En tous les cas, nous, on est déjà en train d'apporter un nouveau modèle économique, ça c'est évident. Mais après, à voir si ça peut pas évoluer vers d'autres, vers d'autres structures ou autres. En tous les cas, aujourd'hui, c'est porté par ma société, mais voilà. En fait, ma question derrière le label, il y a 2 points pour moi. C'est que aujourd'hui, il y a, comme en alimentaire, beaucoup trop de labels différents qui couvrent une partie spécifique d'un projet. Et en fait, votre projet, il se veut, comme je le disais tout à l'heure, quasiment vertueux et excellent sur tous les aspects. Donc, c'est pour ça que vous englobez tous ces labels. Mais ma question, qui est pas anodine, c'est en gros, est-ce que demain, si on vise l'excellence, est-ce que au lieu d'avoir des labels spécifiques à un critère, on n'aurait pas un label d'excellence textile conforme à tous les critères qui obligerait tous les industriels, toutes les marques, etc., à aller directement, au lieu d'avancer d'une goutte d'eau, vu l'urgence qu'on est en train de vivre, d'avancer à grands pas, en fait. Ah mais moi, je suis tout à fait de cet avis-là. Donc, au contraire, je suis prête. Je suis prête à ce que l'on avance tous ensemble. Voilà, donc mais en fait, je vous cache pas que je suis déjà avec cette vision des choses quand j'ai démarré en 2017.
j'étais tout de même un petit peu seule, hein, voyez-vous, même sur cette idée de mode régénératrice, alors que je n'étais pas du tout au fait des filières, de filières vertueuses, de sourcing, parce qu'il a fallu vraiment que je creuse et que je parte en mode exploratoire. Mais je suis tellement engagée, tellement convaincue que c'est possible, et je le vois maintenant, ça y est, c'est possible, avec ces filières qui ont été mises en place, et aussi avec la volonté des acteurs derrière à atteindre ces objectifs. Et on sait que c'est possible. Maintenant, voilà, c'est pour ça que moi, je suis complètement ouverte, et j'insiste, pour qu'on avance ensemble sur ce label de sélection d'excellence, puisque aujourd'hui la base est liée, et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui il faut vraiment avancer sur ces sujets de compostabilité et surtout sur ces sujets de teinture naturelle, de teinture, grosso modo. C'est ça, l'enjeu. Moi, j'ai deux petites remarques. Je pense que, je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe sur l'alimentaire, parce qu'en fait, il y a plein de choses similaires. Et un autre truc, c'est que je suis ravie parce que oui, j'entends que vous vous appuyez avec les ACV, que vous allez vers la couleur végétale, etc. Et en fait, ça, l'important, c'est qu'on connaît le prix d'une analyse de cycle de vie aujourd'hui. Et en fait, je pense que la personne qui les rendra disponibles en mode vraiment collaboratif et bénéfique à tout le monde, ça sera vraiment super bien perçu, parce que là, tout le monde avance des hypothèses. Oui. Mais seule une ACV peut. Aujourd'hui, c'est la chose la plus tangible qui montre la réduction d'impact sur l'environnement. Donc voilà, moi mon attente. Donc j'ai entendu toutes vos dates et je trouve ça génial, parce que c'est demain, juillet 2023, présentation des produits. Septembre, à l'ENAMAC, le partage du référentiel, etc. C'est canon. Et c'est vrai que si je sais pas quel acteur va rapidement mettre une analyse de cycle de vie sur la couleur végétale, en tout cas en teinture, et montrer la réduction d'impact, mais je pense que cette personne-là fera du bien à la teinture végétale et va motiver les troupes, quoi. Ça, c'est clair. Mais oui, mais en fait, je vais vous dire, moi, je sais pas en fait quels seront les résultats, parce qu'on verra bien, puisque nous allons en fait les faire déjà sur les produits que nous avons co-créés avec d'autres designers, mais très honnêtement. Voilà, je n'ai pas vraiment d'idée si ce sera en faveur de cette filière d'excellence dont on parle, puisque déjà, il y a des biais dans cette évaluation environnementale, puisque parfois les fibres recyclées sont mieux évaluées que les fibres naturelles, alors que les fibres recyclées ont un impact, mais réel, sur la biodiversité, avec le relargage des microplastiques. Du coup, il faut, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les réponses dans les ACV actuels, mais je me prête à cet exercice parce que c'est une nécessité. Comme vous êtes précurseur dans un domaine innovant, il va falloir faire des ACV au sein d'ACV, c'est-à-dire il va falloir vérifier chaque critère avec les nouvelles entrées scientifiques que vous avez. Et en fait, c'est exactement nous ce que moi, les projets que j'accompagnais en alimentaire, sur des innovateurs, des précurseurs, des pionniers qui sont obligés de retravailler les modèles, parce que les modèles actuels ne sont pas aussi avancé que le projet que vous êtes en train de proposer. Donc il y a énormément de boulot. Bon, alors du coup, Martina, j'aménage un peu l'interview parce que on a passé du temps, mais c'était extrêmement intéressant. Enfin, moi, ça me passionne, parce que c'est exactement les sujets que je traitais quand j'étais donc sur l'offre responsable avant. Donc passionné et passionnant. Je voulais voir avec vous qui sont les personnes qui vous ont inspiré et les sources d'inspiration pour ce projet. D'abord Dominique Cardon. Dominique Cardon m'a vraiment formée. Elle est vraiment une personne extrêmement inspirante,
Déjà, en fait, ses connaissances sur le sujet sont incroyables. Oui, et c'est vraiment en fait, je souhaite sincèrement que le travail de Dominique soit plus largement diffusé euh, au, au monde. Au monde créatif. Alors, c'est déjà ce qu'elle fait grâce à ses éditions de Cahiers des couleurs. Et je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance dans le milieu des écoles. Maintenant, je pense aussi que ces cahiers peuvent être des sources d'inspiration pour des industriels. Et voilà. Donc déjà, Dominique Cardon, c'est quelqu'un enfin, vraiment, j'ai une profonde admiration et aussi reconnaissance euh, pour, voilà, pour tout ce qu'elle m'a enseigné en fait. Donc ça c'est une chose. Et puis euh, et aussi c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai vraiment poussé pour que il y ait ce projet de symposium, de congrès international de la teinture naturelle qui, qui devrait en fait voir le jour l'année prochaine et, et qui devrait avoir en fait pour mission principale de rassembler, de mettre en valeur tout le travail scientifique, mais pas que, les progrès aussi réalisés par les industriels en matière de coloration naturelle, que ce soit sur la production des colorants, sur la mise au point de nouveaux protocoles. On voit que certains pays sont plus avancés en fait que d'autres, et je pense que c'est absolument une nécessité d'avoir ce type de rendez-vous où tout le monde peut se retrouver, que ce soit les écoles, les scientifiques, les industriels, les artisans, les marques, les consommateurs finaux à un moment donné, le grand public, pour qu'ils puissent aussi découvrir ce qui est maintenant accessible au plus grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissance ou de désinformation à propos de la teinture naturelle, et il est temps de recadrer tout cela. Et cela doit se faire avec et sous la caution scientifique de Dominique Cardon. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un projet. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur et qui ne peut être soutenu que par des acteurs, alors notamment un des acteurs avec lequel je collabore en Bretagne sur ce bureau d'études, parce qu'en fait, ce projet-là sera porté par le bureau d'études de l'Infini. Donc, ça, c'est très, très important. Et parmi les organisateurs, nous pourrons compter aussi sur Anne de la Sayette, donc du CRIT horticole, qui est aussi sur d'autres acteurs comme Michel Garcia et Sandrine Rosé, parmi en fait les organisateurs de ce congrès. Super, génial. Bon, bah, nickel. Une avant-dernière question, Martina. Est-ce que vous auriez des livres à nous recommander à moi et aux auditeurs qui peuvent aider à ce cheminement ou à aider à creuser des sujets sur justement cet impact de l'industrie textile, cette mode régénérative, etc. Eh bien, tout simplement le livre de Dominique Cardon. Les 157 couleurs de Paul Gou. Pour moi, il y a pas sujet. Hein, voilà, il faut impérativement que tous ceux qui s'intéressent à la teinture naturelle
achètent ce livre. Ma dernière question, Martina, c'est à qui aimeriez-vous passer le micro pour que j'aille recueillir le témoignage de cette personne, son avis, son apport? Écoutez, en fait, alors en matière, c'est une question difficile parce qu'en fait, il y a tellement d'acteurs dans ce domaine-là. Alors, est-ce que vous voulez un industriel aujourd'hui convaincu, pas convaincu de la teinture végétale? Des industriels pas convaincus, j'en ai eu. J'en ai. C'est vrai. Des industriels convaincus. Je veux bien des industriels convaincus, avec plaisir. Alors, des industriels convaincus, mais je sais pas, par exemple, si vous avez, ça pourrait être Mathieu et Bessène, par exemple, de tissage d'autant. Je sais que eux, très concrètement, ils ont déjà développé des textiles avec de la teinture naturelle et notamment des textiles teints par Julia Gazer. Donc ça pourrait être intéressant que vous le contactiez ou même Julia elle-même. Ça pourrait être très très intéressant puisqu'en fait nous avons sélectionné également un de leurs textiles. C'est le chanvre parce que moi Mathieu et Besson je l'ai reçu, mais alors est-ce que c'est le même ou... Oui, c'est le même en fait. Mais est-ce qu'il vous a parlé de la teinture végétale sur son textile en fait avec Julia Gazer? Du lien à la fin, mais non, il m'a pas parlé. Et Julia Gazer, est-ce que vous... Eh ben alors, allez-y. Eh ben voilà. Julia Gazer, ok, bon, je garde Julia Gazer, c'est parti. Ok, top. Bon nickel. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Martina, avant qu'on ne se quitte? Le mot c'est merci Pauline pour l'organisation de ce podcast. Voilà, et pour la mise en lumière de nos actions. Voilà. Super. Donc je vous en suis infiniment reconnaissante. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.